Salut tribu d'horreur! Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour sauver l'amour de votre vie? Ben, pour le personnage principal du film que je vais vous parler aujourd'hui, jusqu'en enfer. Fait qu'attachez votre ceinture parce que c'est justement là qu'on s'en va avec Highway to Hell. Évidemment, tout le monde connaît la célèbre chanson du groupe AC/DC, mais qui connaît le film du même nom réalisé par Ate de Young? Ceux qui répondent présentement par l'affirmative sont probablement peu nombreux, pis ça c'est d'une tristesse inimaginable parce que, my god, que ce film-là mérite d'être plus connu! Écrit par Brian Helgeland, qui a aussi écrit A Nightmare on Elm Street 4 puis 976 Evil, Highway to Hell est un film qui est sorti en 1992 aux États-Unis et qui met en vedette Chad Lowe, le frère de Rob, Christy Swanson de Deadly Friend puis Buffy the Vampire Slayer, CJ Graham, le Jason Voorhees de Friday 6, puis Patrick Bergen, qui a joué dans beaucoup de trucs, mais rien d'autre d'horreur qui mérite d'être mentionné. Il y a aussi plein de cameos, dont Gilbert Gottfried, Lita Ford qui était dans le groupe de Runaways, puis la famille Stiller au complet, Ben et Amy ainsi que leurs parents Jerry Stiller puis Anne Mera. C'est un film qui a eu quand même beaucoup de problèmes de production, puis ça, je vais vous en parler en détail un peu plus tard. Mais inquiétez-vous pas, je vais à peine spoiler l'histoire. Je vais aussi vous parler du Blu-ray que j'ai su de Rimini Édition vers la fin de la vidéo, mais avant tout, ça jase de quoi ce film-là? Highway to Hell, ou L'autoroute de l'enfer en français, raconte l'histoire de Charlie et Rachel, deux jeunes qui sont en route pour aller se marier à Las Vegas en secret, sans l'approbation de leurs parents. Se croyant suivis par la police, ils tournent sur une petite route secondaire au milieu de nulle part et aboutissent à une station-service où ils se font avertir par le pompiste de ne pas tomber endormis sur cette route-là. Ils portant pas trop attention, ils continuent leur chemin. Ils finissent évidemment par s'endormir, puis sortis de nulle part, un policier les arrête, kidnappe Rachel et disparaît dans la nuit. Charlie retourne à la station-service où le pompiste l'informe que sa dulcinée a été arrêtée par un policier de l'enfer et que s'il espère la retrouver, il va devoir s'y rendre lui aussi. Mais il doit faire vite, parce que le policier est en route pour la livrer à Satan. Oh my god! Highway to Hell est plein de choses à la fois. C'est une espèce de mélange entre Mad Max, Beetlejuice, Ghost Town puis The Wizard of Oz. C'est aussi, d'après ce que j'ai pu lire, une relecture du mythe d'Orphée aux enfers. Pour ceux qui, comme moi, seraient pas trop calés en mythologie grecque, ben le mythe raconte que le jour de ses noces avec Orphée, Eurydice a été mordu mortellement par un serpent et, inconsolable, Orphée est descendu en enfer avec l'intention de ramener son amour dans le monde des vivants. Le film mélange road movie, action, horreur, humour et fantaisie, et ce d'une main de maître. On peut juste être en admiration devant tout le travail qui a été fait, et honnêtement, je comprends pas pourquoi on n'en entend pas plus parler. C'est sûr que sa production trouble a pas dû aider, mais il y a beaucoup de films qui sont passés par ce chemin-là qui sont aujourd'hui cultes et qui sont pas mal plus connus. Donc pourquoi pas Highway to Hell? La vie est remplie de mystères et tout comme celui de la disparition de Noba dans le lavage, c'en est un qui sera probablement jamais résolu. Mais bon, c'est bien beau dire que ce film-là mérite d'être plus connu, faudrait bien que je me mette à dire pourquoi, hein? Ben, tout d'abord pour ses personnages principaux, nos deux tourtereaux sont vraiment attachants. Ils représentent l'amour un peu naïf qu'on a quand on est jeune, tu sais, celui qui nous pousse à toujours nous dépasser, celui qui nous fait faire des folies pour l'être aimé, puis celui qui nous fait croire que c'est pour la vie. Puis c'est cute. On croit vraiment qu'ils sont amoureux, puis on souhaite les voir s'en sortir pour être réunis. Il y a aussi les autres personnages, ceux qui peuplent l'enfer, qui sont assez cool. On a le policier, le sergent Bedlam, on a une gang de motards qui ont l'air tout droit sortis de Mad Max, on a évidemment le diable, on a Beazle, un réparateur de tout et n'importe quoi, on a son assistant qui est un jeune de genre 8-9 ans et qui, soit dit en passant, est joué par le même acteur qui jouait le petit gars fatigant dans Amityville Dollhouse, puis on a les autres qui sont pas mal plus des cameos puis des one-time jokes. Tout ça rend l'enfer vivant et vraiment divertissant. Côté effets spéciaux, ils ont l'air évidemment datés des années 90, ce qui est un peu normal pour un film de ces années-là, mais ça y ajoute un charme fou. Un peu comme dans Hellraiser, ça a l'air dessiné sur l'image, puis moi j'adore ça. Les effets spéciaux pratiques puis les maquillages, eux, sont très bien faits. Le diable puis le policier sont évidemment les mieux réussis, mais la succube est pas loin derrière. Disons qu'elle est juste assez dégueulasse. Mention spéciale aussi au maquillage de Karen, qui est joué par Kevin Peter Hall, le prédateur en personne. Il est peut-être pas là longtemps, mais il fait toute une impression avec ses yeux cousus, puis c'est le fun qu'on ait pu y voir la face dans son tout dernier rôle avant sa mort. Surtout que
il est décédé genre un mois après la sortie du film. Sinon, un des défauts qui mérite d'être mentionné, mais qui pour moi est aucunement venu gâcher le visionnement, c'est que le film aurait pu être plus long. J'ai trouvé que par moments, il manquait des scènes pour que certaines transitions se fassent mieux, puis des fois, je trouvais que ça allait trop vite. L'univers est tellement cool puis riche que j'aurais aimé ça qu'on passe plus de temps à certains endroits. Genre le diner avec tous les policiers zombies au début, il est fucking cool, mais notre héros s'y arrête même pas. Fait qu'une chance que le sergent Bedlam, oui. Je sais bien que Charlie a pas le temps de s'arrêter parce qu'il est en train de le poursuivre, mais j'aurais vraiment aimé ça qu'il y ait plus d'interaction à l'intérieur puis qu'on puisse encore plus admirer le travail qui a été fait sur le maquillage des policiers. Ils sont tellement bien réussis, mais tu clignes des yeux puis t'en manques deux. Tu sais, un peu plus, puis on les voit quasiment aussi longtemps que les monstres dans In the Mouth of Madness de John Carpenter. Ok, j'exagère peut-être un peu, mais ça vous donne une idée. Faut pas oublier aussi que c'est une comédie, puis de ce côté-là, j'ai trouvé ça magique et surprenamment intelligent. Il y a beaucoup de gags visuels puis de blagues en lien avec l'enfer, puis il y a tellement de choses qui se passent en background que j'aurais pas le choix de revoir le film pour toutes les assimiler. Il y a même des jeux de mots puis des expressions qui sont pris au pied de la lettre puis qui sont illustrés avec brio. Sérieux, prendre l'expression l'enfer est pavé de bonnes intentions puis l'illustrer en ayant des gens qui voulaient supposément bien faire, être déchiquetés puis transformés en asphalte, c'est du génie. I was only sleeping with my husband's boss to advance his career. Visuellement, le film est très beau puis il est super bien filmé. Disons que le directeur de la photographie a fait toute une job. Il a réussi à donner à l'enfer le look et l'ambiance qu'il faut pour que le film ait sa propre identité. Aussi, les décors peints, les matte paintings sont vraiment réussis puis ils se font parfaitement dans le décor. Maudit que je m'ennuie de ces effets-là. Les green screen puis les décors en CGI, c'est peut-être plus pratique puis moins cher, mais ça battra jamais une belle peinture. Sinon, pour ça, j'ai presque rien à dire sur l'acting. Tout le monde a fait sa job, puis il n'y a pas vraiment de prestations qui ressortent parce qu'elles sont mauvaises. Il y a peut-être juste celle de Ben Stiller dans son rôle du cuisinier qui ressort un peu, mais mis à part que son improvisation est pas très bonne, ben, il fit quand même bien dans l'univers du film. D'ailleurs, fun fact, quand il est en train de se préparer pour ses scènes puis qu'il répétait Edward, un des membres de l'équipe le trouvait hyper mauvais. Il disait à ses collègues que ce gars-là irait nulle part puis que son improvisation valait pas de la merde. Je pense qu'il a dû manger ses bas en voyant tout le succès que Ben Stiller a eu par la suite dans sa carrière. Pour ce qui est de la production, l'idée est venue au scénariste Brian Helgeland en 1986 alors qu'il était en route vers Las Vegas avec sa femme pour assister au mariage d'un couple d'amis. C'était la nuit puis il roulait sur une route déserte quand une voiture de police est apparue nulle part avec ses phares allumés pour les arrêter. Le policier est sorti de sa voiture puis leur a flashé sa lampe de poche d'en face pour ensuite faire le tour de leur véhicule puis s'en aller sans dire un mot. C'est là que le scénariste s'est retourné vers sa femme puis il a dit « Ça, c'est un policier sorti de l'enfer ». L'idée a germé dans son esprit, puis ça lui a éventuellement donné l'inspiration pour écrire une histoire à propos d'un policier littéralement sorti de l'enfer. Highway to Hell était né. Il a essayé de vendre son scénario à plusieurs studios, mais ils ont tous fini par laisser faire. Le premier à l'avoir considéré, c'est le producteur de Pumpkinhead. Après ça, ça a été New Line Cinema qui s'est dit que ce serait une bonne première réalisation pour le maître des effets spéciaux Rob Bottin. Puis ensuite, ça a été Laurie Marr avec Stuart Gordon, mais ça n'a jamais abouti. Stephen Herek, le réalisateur de Critters, puis Tommy Lee Wallace d'Halloween 3 étaient aussi intéressés, mais encore une fois, rien. Fun fact, il y a un scénario similaire à Highway to Hell qui circulait dans ces temps-là. Ça s'appelait Route 666, puis c'était à propos d'un groupe de personnes qui se retrouvent coincées sur une route qui est pretty much un portail vers l'enfer. Fait que la machine à rumeurs s'est mise à faire ce qu'elle fait de mieux. Des rumeurs non fondées. Il y en a une qui disait que Helgeland avait écrit son script en collaboration avec un autre scénariste, mais qui aurait quitté le projet parce que les deux s'entendaient pas sur la direction qu'il devait prendre, puis qui aurait été écrit Route 666 à la place. C'est évidemment pas vrai. Helgeland a confirmé que c'était juste un méchant hasard, puis que les deux scénaristes ont juste eu la même idée en même temps. Son script a fini par aboutir chez United Artists, qui a fini par faire faillite. Puis, comme compensation, les deux producteurs qui l'avaient acheté s'en sont sortis avec les droits. Ils l'ont proposé au studio Hemdale qui avait produit Terminator puis Platoon, puis ils ont adoré. Ça faisait un bout qu'ils n'avaient pas eu de succès au box-office, puis ils cherchaient un film qui pourrait les aider à sortir du gouffre financier dans lequel ils se trouvaient. Seul petit problème, ils pouvaient seulement investir environ la moitié du budget estimé. Les producteurs sont donc retournés voir Helgeland pour essayer de modifier l'histoire pour qu'elle fitte dans un budget d'environ 8 à 9 millions de dollars. Malgré les contraintes budgétaires, le scénariste a dit que ça a grandement amélioré son script parce que maintenant le focus était plus sur les personnages que sur l'environnement dans lequel il se trouve. Une fois le scénario retouché, c'était maintenant le temps de trouver quelqu'un pour s'occuper de la réalisation. Le choix s'est arrêté sur Ate de Jong, un réalisateur néerlandais qui venait de connaître un pas pire succès avec un film sur la Deuxième Guerre mondiale, puis qui avait déjà réalisé un épisode de Miami Vice.
il était vraiment excité parce qu'il avait grandi avec les films américains puis il capotait d'avoir la chance d'aller à Hollywood pour en réaliser un. Pour les effets spéciaux, ils ont engagé Steve Johnson qui travaillait sur la série télé Monsters, puis fun fact, Michael Jackson l'avait engagé pour qu'il lui fasse des masques aux 6 semaines pour qu'il puisse sortir en public, puis en allant le visiter sur le plateau de Highway to Hell, le réalisateur ne l'aurait même pas reconnu. Johnson venait tout juste de terminer les effets pour The Abyss de James Cameron, puis comme il n'y avait aucun contrôle pendant ce projet-là, ben c'était vraiment rafraîchissant d'avoir pratiquement carte blanche pour Highway to Hell, mais c'était toute une job parce que tout passait par lui. C'est lui qui avait le dernier mot à savoir si les idées de la production passaient, si elles devaient être améliorées ou si elles étaient tout simplement bonnes pour la poubelle. Pour commencer, il fallait trouver le look du policier. L'idée originale était de l'avoir à moitié zombie, à moitié lézard, mais ça s'est vite retrouvé aux poubelles parce que selon Johnson, c'était 2 idées surutilisées. Il voulait trouver un meilleur design pour le personnage, puis au début, il voulait qu'il soit couvert de cicatrices de brûlure, mais comment faire ça sans que ça ait l'air de Freddy Krueger? Finalement, c'est en lisant Books of Blood de Clive Barker que l'éclair de génie l'a frappé. Dans les romans, un des personnages a des histoires de gravés dans la peau, puis Johnson a pris le même concept pour son policier de l'enfer, sauf qu'au lieu d'histoire, le policier a des épitaphes bibliques de gravés. Pour ses yeux, il voulait pas utiliser les verres de contact vu que c'était déjà dans ses plans d'en mettre à Succube puis au diable. En passant devant un magasin de lunettes fumées, il en a spoté des oranges puis il s'est dit que ce serait parfait pour le policier, vu qu'on n'avait jamais vu ça encore. Parlant des verres de contact du diable, ça a l'air qu'il arrêtait pas de se déplacer pendant le tournage puis que des fois, il se mettait à loucher. Fallait donc qu'il arrête de tourner à chaque fois pour les replacer pour éviter que le diable ait l'air trop niaiseux. Je pense qu'ils ont fait une pas pire job parce que j'ai pas remarqué s'il louchait. Le masque du policier prenait 2 heures et demie à appliquer, puis initialement, le personnage devait pas être autant présent dans le film. C'est juste quand ils ont vu à quel point il paraissait bien en checkant les épreuves de tournage que là, ils ont décidé de l'incorporer un peu plus. Sans réécrire le script, ils l'ont juste ajouté dans des scènes qui étaient pas dedans. Mais ils ont rencontré un problème auquel ils s'attendaient pas pantoute. L'acteur qui joue le policier, C.J. Graham, a fini par virer claustrophobe à force de porter le masque trop longtemps. Fait qu'ils ont donc pas eu le choix de modifier l'horaire de tournage pour l'accommoder. Comme ça, il avait juste à porter le masque quelques heures à la fois. Pauvre lui, pareil. Pour la femme démon, la succube, ils ont casté un acteur qui était très maigre puis ils ont modelé le costume d'après son corps. Ce gars-là, c'était Michael McKay qui jouait la momie dans The Monster Squad. McKay a dû porter le costume 2 jours d'affilée pendant 20 heures de suite. Heureusement pour lui, les pieds et les mains s'enlevaient quand même assez facilement, mais le reste, par contre, devait rester là pendant toute la durée du tournage. Vu que le budget du film était quand même tight, ils ont décidé que la meilleure façon de réaliser leur vision de l'enfer, c'était dans le désert. Ils ont donc filmé la majeure partie en Arizona, puis le reste en Utah. Le réalisateur voulait qu'il y ait le moins de végétation possible, mais la seule place où le diner pouvait être bâti était entouré d'arbustes. Au moins, ils étaient majoritairement tous bruns et mourants, fait qu'ils se sont dit que ce serait correct, que la végétation morte fitait quand même bien avec le thème de l'enfer. Anyway, il n'y avait vraiment pas le budget pour les enlever à cause de Hemdale et de ses problèmes financiers. Parlant du diner, tous les bâtiments qu'on voit, c'est juste des façades. Les scènes intérieures ont toutes été filmées ailleurs. Un des gros gags visuels du film, c'est les menottes qui sont littéralement des handcuffs. La production en avait quelques-unes, mais les principales étaient animatroniques et coûtaient super cher. Lors de la première journée de tournage en octobre 89, il y a eu une grosse tempête de sable qui a ravagé la façade du diner, puis Johnson, le gars des effets spéciaux, criait à son équipe de trouver les menottes parce qu'elles valaient 75 000 $. Heureusement, ils ont fini par les retrouver, mais ils ont dû rebâtir la façade. Pour filmer la scène à l'intérieur du restaurant, le diner, ça a l'air que c'était tout un cauchemar. Le tournage avait lieu de nuit, puis Johnson voulait être présent tout le long pour s'assurer que les maquillages étaient corrects. Il a dit en entrevue que pour avoir l'énergie nécessaire pour rester debout, il était sous l'influence de certaines substances. Je dois le dire, ce gars-là, c'est un esti de warrior. Pour ce qui est de la voiture du policier, il y en avait 2. Une pour les scènes de conduite, puis l'autre pour les scènes de cascade. La production avait vraiment peur de scraper celle pour les cascades, fait qu'ils l'ont gardé que pour la toute fin, pour le grand saut. Quand ils ont filmé la scène, il s'est passé exactement ce qu'ils pensaient qu'il était pour arriver. Ils ont décalissé le char. Mais au moins la scène était réussie, puis il n'y en avait plus de besoin. Une chance parce que la production pouvait vraiment pas s'en payer un autre. Après 7 semaines, le tournage s'est terminé, puis le réalisateur a commencé à travailler sur le montage. Pendant que le film était en post-production, il est retourné en Hollande pour être avec sa femme pour assister à la naissance de leur enfant. Puis quand il est revenu, il a découvert que son film avait été réédité. Ben oui, un des producteurs avait l'habitude de changer des trucs au montage à l'insu puis sans le consentement des réalisateurs. Il attendait que le monteur parte puis qu'il n'y ait plus personne, puis pendant la nuit, il remontait les films pour faire des changements que lui seul voulait. Il avait fait ça avec James Cameron puis Terminator, puis il s'est même essayé avec Oliver Stone puis Platoon.
Mais Stone, lui, il voulait pas se faire avoir. Fait que quand il avait fini sa journée de tournage, il partait avec le footage pour pas que le producteur vienne jouer dans ses plates-bandes. Non, mais faut-tu être effronté rien qu'un peu? Pour Highway to Hell, il a fait des petites coupes ici et là, puis selon le réalisateur, ça a ruiné une grosse partie de l'attention, puis ça a enlevé beaucoup au développement des personnages. Ça a tellement viré en merde que De Young a demandé à ce que son nom soit complètement retiré du film. Le plus gros désaccord, c'était la fin. C'est pas vraiment un spoiler, mais originalement, il y avait une scène après le combat final où Charlie et Rachel décident de s'en aller chacun de leur bord en se disant que s'ils sont vraiment amoureux, ben ils vont finir par se retrouver un jour pour se marier. Le producteur trouvait que c'était trop décrissant après tout ce que le couple venait de vivre, puis il voulait une fin heureuse. Après de nombreuses disputes, ils ont fini par se rencontrer dans le milieu. Il n'y en a aucun des deux qui était vraiment satisfait, mais ils ont décidé de se mettre d'accord pour terminer le film. Fait qu'au lieu d'une scène, la fin est racontée sous forme de texte qui défile. Mais même après ça, ils se sont obstinés. Le producteur voulait que le texte apparaisse à la toute fin après le générique, puis De Young, lui, voulait que ce soit avant. Il disait que si ça apparaissait après, personne ne verrait comment le film finit vraiment, puis il a pas tort. Il a donc continué à faire valoir son point, puis éventuellement le producteur a cédé. Non mais faut-tu être cave pareil? Ce genre de texte-là, c'est avant le générique que ça va. Dale et De Young espéraient sortir leur bébé pendant l'été de 1990, mais une des plus grandes craintes que le réalisateur avait, c'est malheureusement réalisé. À cause d'une poursuite qui durait depuis un bout entre Dale et Vestron Video, le film a été mis sur la tablette en attendant que ça se règle. Highway to Hell est finalement sorti en Allemagne le 4 juillet 1991, le 21 novembre de la même année en Australie et le 13 mars 1992 aux États-Unis. Malheureusement, rendu là, le studio il faisait plus assez confiance, fait qu'il a été présenté dans seulement 8 cinémas à travers le pays. Not so fun fact, le film a été dans les limbes tellement longtemps qu'un autre film appelé Highway to Hell a eu le temps de voir le jour. Dale a fini par déclarer faillite, puis les droits du film ont par la suite été vendus puis revendus. Après s'être promené un peu partout, ils ont landé chez MGM. En 2016, la compagnie Kino Lorber a réussi à mettre la main sur les négatifs originaux, puis ils l'ont remasterisé pour une sortie Blu-ray. Et finalement, en 2022, le film est sorti chez Rimini Édition en format Digipack. L'ensemble comprend le Blu-ray, un DVD et un livret de 24 pages écrit par Mark Tulek. Je sais pas si c'est le même transfert que le Blu-ray de Kino Lorber, je peux pas comparer, mais l'image est très claire et le son l'est aussi, autant dans sa langue originale qu'en version française. Côté bonus, il n'y en a pas beaucoup, mais ce qui est là est quand même vraiment intéressant. On a évidemment la bande-annonce, mais on a aussi droit à une analyse du film faite par le journaliste et écrivain spécialisé en cinéma, Gilles Gressard, que je ne connaissais pas. Il nous en parle pendant près de 30 minutes et waouh que cet homme-là connaît son sujet. By the way, j'ai écrit mon texte avant de regarder l'analyse de M. Gressard au complet, puis après l'avoir terminé, je me suis rendu compte qu'il aborde quelques trucs que j'ai parlé au cours de ma vidéo. J'avais déjà l'intention de vous parler du film en détail parce que je l'ai vraiment aimé, puis je voulais vous faire comprendre pourquoi je l'aime autant, puis à quel point il y a de l'amour qui a été mis dedans. Fait que même si je spoil un peu son analyse, sorry not sorry. Donc si ça vous intéresse d'ajouter Highway to Hell, a.k.a. l'autoroute de l'enfer à votre collection, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Pour vrai, j'ai adoré Highway to Hell. C'est un film super le fun qui se prend juste assez au sérieux, qui exagère pas avec son humour, puis qui tombe jamais dans la parodie. Quand c'est drôle, on rit peut-être pas aux éclats, mais on peut pas s'empêcher de sourire. Puis quand c'est sérieux, ça l'est, mais pas trop. C'est l'équilibre parfait pour le genre de film que c'est. C'est vraiment une bonne comédie d'horreur. C'est un petit bijou trop peu connu, puis c'est une honte que ça ait été un flop. Avec toute la créativité qui s'en dégage, le film mérite vraiment de sortir de l'ombre pour que tout le travail qui a été accompli pendant sa production soit enfin reconnu à sa juste valeur. Je pense pas que ça aurait été le succès au box-office que Dale espérait, mais si c'était pas de tous les problèmes rencontrés, il y a bien plus de monde qui l'aurait vu à sa sortie, puis on aurait peut-être eu droit à une suite malgré tout. J'ai peut-être l'air de le vanter un peu trop, tu sais, après tout, ça reste juste un petit film cheesy des 90s, mais c'en est un qui a vraiment beaucoup de cœur, puis j'ai eu un plaisir fou à le regarder. J'ai même hâte de le revoir avec des amis pour leur faire découvrir, puis possiblement l'enjoyer encore plus. Sérieux, si un jour vous savez pas quoi regarder, puis vous êtes dans le mood pour de quoi d'un peu flyer, moi, si j'étais vous, je prendrais une chance puis je suivrais Charlie et Rachel sur l'autoroute de l'enfer. Non, puis by the way, Route 666 a éventuellement fini par être adapté, mais bien plus tard en 2001. En terminant, n'oubliez pas de donner de l'amour à mes amis et partenaires qui sont affichés présentement à l'écran. C'est vraiment du bon monde, puis ils travaillent tous fort pour vous divertir, vous informer et vous offrir du contenu de qualité. Aussi, un gros merci à mes tripeux ultimes et merci aux autres membres Patreon qui aident à financer ce merveilleux projet. Sans vous, je serais pas rendu aussi bien équipé. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, pensez à y laisser un petit thumbs up, ça aide beaucoup. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous avez pensé de Highway to Hell si vous l'avez déjà vu, puis n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FM. À la prochaine les tripeurs.